Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et bienvenue pour ces deux tables rondes qui vont interroger ce passé récent lié à la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda, 1994-2024. Nous sommes très touchés que les invités aient répondu présents pour évoquer les expériences de ce passé, pour interroger ses usages, dans un dialogue entre enseignement, recherche et art. Porter l'attention sur les expériences de l'enseignement, de la recherche, de la création, sur ces expériences de transmission, c'est vraiment ce qui nous anime à Entretemps, qui est une revue numérique rattachée à la chaire de Patrick Boucheron au Collège de France. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, je vous en dis un mot, mais très rapide, puisqu'il s'agit d'une revue qui, avec des publications hebdomadaires, s'occupe de 2 publications par semaine, de présenter ces expériences de chercheurs, d'enseignants, d'historiens, d'archivistes, de conservateurs, de conservatrices, dans ce métier, dans ce rapport au passé et à ses usages aujourd'hui. Et donc, avec des articles, des entretiens, des podcasts, des vidéos, vous avez là voilà, un petit panel de ce qui peut se faire aujourd'hui en lien avec l'histoire, en lien avec le passé. Et donc, c'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir et c'est vraiment avec beaucoup... nous sommes vraiment très honorés voilà, de recevoir nos invités qui vont participer à ces 2 tables rondes animées par Patrick Boucheron, qui va modérer la première, et Marie-Laure Archambault-Cuche, qui modérera la seconde. Je ne vous prends pas plus de temps, puisque c'est de temps qu'on va parler, et je remercie bien sûr les équipes du Collège de France pour leur accompagnement et la Fondation du Collège de France qui nous a permis voilà, de pouvoir organiser cet événement, ainsi bien sûr que Ebook France et la PAG pour leur diffusion de cet événement. Je vous remercie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là et c'est à nous de te remercier Aurélien, parce que Aurélien Peter qui est doctorant et à terre sur la chaire dont on parle, eh bien c'est toi qui as, avec Marie-Laure, avec l'ensemble de la rédaction d'Entretemps, mais toi particulièrement, et dans des moments exigeants de ta vie personnelle, eh bien soutenu ce projet avec enthousiasme et efficacité, et je t'en suis très reconnaissant. Tu l'as dit, Entretemps, c'est une revue assez jeune, faite par des jeunes, des doctorants, des post-doctorants. J'ai la bonne fortune de pouvoir travailler avec des jeunes sur ces écritures numériques de l'histoire. Et au fond, à l'épreuve du Rwanda, parce qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose, non pas de plus grave ou de plus solennel ou de plus triste à faire que ce que d'ordinaire on fait. Il nous arrive de jouer, mais on joue toujours sérieusement. À l'épreuve, en tout cas, d'une question grave et profonde, on pourrait redéfinir ce qu'on cherche à faire. Et c'est, je crois, ce qui a eu lieu avec la préparation de cette journée. Tu l'as dit à plusieurs reprises, le mot-clé, c'est peut-être le mot d'expérience. C'est-à-dire, au fond, cette idée qu'avec l'histoire, on fait des expériences et que si le cours de l'expérience a chuté, comme le disait Walter Benjamin, alors il nous appartient d'investir à contre-courant, de se marcher à la baisse et de mettre en valeur, dans tous les sens du terme, et mettre en dialogue aussi des expériences de savoir, de transmission, d'enseignement et de création. Et on a voulu le faire à partir de ce concept du passé récent, parce que, effectivement, la plupart de celles et ceux qui animent cette revue sont, ça me coûte de le dire, en 1994, soit ils étaient tout jeunes enfants, comme Aurélien, soit bébé, comme Marie-Laure, soit même pas né. Et c'était il y a 30 ans. Et la question, au fond, elle est double quand on s'intéresse à l'histoire. C'est pourquoi sommes-nous si obstinément attachés aux années rondes? Pourquoi 10 ans, 20 ans, 30 ans?
On attend qu'il se passe quelque chose. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, il y a 10 ans, pour les 20 ans de la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, il s'est passé quelque chose. On en parlera en 2014, un moment quand même clé de l'histoire et de la mémoire. Et nous savons aussi d'expérience que 30 ans après un événement aussi traumatique, on rentre dans une zone dangereuse. Si effectivement on ramène ces 30 ans après 1945, eh bien, nous serions en 1975. Et nous savons qu'en 1975, les ennuis ont commencé, même si, effectivement, et c'est tout à fait frappant lorsqu'on étudie les politiques mémorielles du Rwanda par rapport au génocide, il y a une obsession déjà du négationnisme qui, finalement, explique bien des choses. Et donc, voilà, il a fallu faire un travail qui est un travail, j'en dirais un mot tout à fait modeste et tout à fait généraliste, puisque nous ne sommes aucunement autorisés à parler du génocide des Tutsis au Rwanda, pour simplement essayer de comprendre au fond ce que produit l'entrechoc des commémorations. Il y a 50 ans, pour le coup jour pour jour, le 25 avril 1974, c'était la révolution des œillets, et la situation politique au Portugal prouve qu'on n'est jamais vacciné, il n'y a pas d'allergie à l'extrême droite, elle peut 50 ans plus tard revenir. 1994, c'était aussi le siège de Sarajevo. Et l'entrechoc entre ces deux actualités de 1994, on doit y penser. Et puis on doit y penser aussi pourquoi on y pense si peu. Il y a 1 an et demi, lors de l'invasion de l'Ukraine, il s'est trouvé beaucoup de commentateurs pour dire l'Europe revoit la guerre sur son sol depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était il y a 30 ans. Et nous l'avons déjà oublié. Et ce motif, d'ailleurs, de revoir la guerre, est-ce que nous allons la revoir et est-ce qu'on peut la voir d'un nouvel œil ? C'est une question qui est, à mon avis, une question pour aujourd'hui. Et il y a une profondeur de temps plus vertigineuse encore. Scholastique Mukasonga a écrit ses premiers livres, Inyenzo Ule Kafar, La femme aux pieds nus, dans un petit abri à l'entrée du cimetière canadien des soldats tombés le 6 juin 1944, parce qu'elle habitait alors Caen. Et que, évidemment, toute cette question-là du rapport, on va y revenir, notamment lors de la première, mais aussi lors de la seconde table ronde, le rapport effectivement de la profondeur et de l'assonance au fond des différentes expériences du génocide, des génocides. Il faudrait aussi parler de celui dont on parle si peu, c'est-à-dire le génocide cambodgien. Eh bien, elle est proprement vertigineuse. Je vous conseille de revoir sur YouTube, c'est très facile, le discours de François Mitterrand du 10 juin 1994 à Oradour-sur-Glane, où il est dans la rhétorique du « plus jamais ça », et nous sommes à ce moment-là le 10 juin, et si on fait évidemment un peu d'histoire, bien sûr qu'on sait beaucoup de choses le 10 juin sur ce qui se passe au Rwanda, et c'était le 26 avril que Jean-Pierre Chrétien avait publié dans Libération un article intitulé « Un nazisme tropical » où il dénonçait les lectures ethnographiques d'un autre âge, disait-il, de ce que l'on appelait alors la tragédie rwandaise, et alors que ce qui se passe, écrivait-il, ce grand spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs, ce qui se passe, c'est, je le cite, un très moderne génocide. Et Henri Rousseau, dans un livre qui vient de paraître, Le choc, Rwanda 1994, le génocide des Tutsis, Henri Rousseau, qui en fait la postface, dit « oui, je me souviens, j'ai lu cet article dans Libération, le 26 avril 1994, je suis un spécialiste du nazisme, et j'ai dit « oui, bien sûr, c'est ça ». Et puis
c'est pas effectivement pour l'en-blâmer, puisque lui-même le fait avec, je dirais, suffisamment de sincérité. Dans ce livre, Le Choc, où d'une certaine manière, toutes et tous, enfin, ceux qui n'ont pas vécu ces événements, se posent la question de savoir pourquoi ils ont réagi au fond si tard. Henri Rousseau se pose aussi la même question. Alors que pour lui, effectivement, la question était d'emblée posée en des termes qui étaient les termes justes par Jean-Pierre Chrétien, éminent africaniste, spécialiste de la région, qui depuis quelques années alertait sur les effets de la racialisation des différences. Et puis voilà. Donc ça veut dire que le Rwanda est l'autre nom de l'histoire de nos aveuglements. Je vais vous lire quelque chose. J'ai hésité à le faire, mais quand même, il faut le faire. C'était dans le Figaro, le 19, 20 et 21 juillet 1994. Donc, les massacres sont en cours. Jean d'Ormesson s'essaye au tourisme génocidaire, excité par, je cite malheureusement, des massacres grandioses dans des paysages sublimes. Et il vaudrait mieux pas... Mais je continue un peu la citation. Enfin non, je ne la continue pas. Il y a tous les préjugés racistes dénoncés depuis un siècle comme purement imaginaires. Les Tutsis seraient grands, élégants, rapides, organisés. Les Hutus seraient petits et moins bien physiquement. Tout ça, c'est écrit par Jean d'Ormesson dans le Figaro. Il n'est pas impossible que les Tutsis aient des origines nilotiques. Il rappelle à certains égards le type égyptien. On a pu dire que les Tutsis jouaient le rôle des Israéliens et les Hutus celui des Palestiniens. Juillet 1994. D'où la conclusion qu'il en tire. Et l'on voit bien que la conséquence ultime de l'essentialisation des différences, c'est bien la dépolitisation, c'est-à-dire la neutralisation de l'éthique de responsabilité. Voilà comment se terminait cet article dans un grand journal, Le Figaro. S'il faut tirer une leçon du Rwanda, c'est que les hommes sont tous coupables et qu'ils sont tous innocents. Alors, pour se laver les yeux ou se laver les oreilles et pour juger aussi de l'écart vertigineux entre cette expression véhémente d'une bêtise militante et la demande de connaissance, de reconnaissance et de réparation. C'est d'ailleurs les trois mots qui comptent, les seuls mots qui comptent dans une politique de mémoire, toujours dans cet ordre, connaissance, reconnaissance, réparation. Eh bien, on peut lire cette phrase d'un des personnages des romans de l'écrivaine que nous accueillons dans une minute, Beata Umubyeyi-Mérès. Son premier roman, c'était « Tous les enfants dispersés ». Et un des personnages dit ceci: « Les gens qui écrivent sur nous, ceux qui cherchent à transcrire nos silences sans en connaître la partition, manquent parfois de correction. » C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, pour user un peu de correction, il me faut, pour terminer, dire depuis quelle position, pour moi de non-savoir, nous allons effectivement engager les choses cet après-midi. Je l'ai dit, une réflexion sur le passé récent. C'est vraiment passé, et les survivantes et les survivants ont le droit aussi à de considérer leur avenir, mais c'est vraiment récent. Et ce passage des générations, il est tout à fait saisissant. Henri Rousseau, qui participait à ce voyage dont Mathieu Bonneville va nous parler, ce voyage d'il y a 10 ans, disait quand même, voilà un voyage au Rwanda, un voyage initiatique. Quand même, nous sommes de vieux historiens qui interrogeons des témoins plus jeunes que nous. Maintenant, c'est un peu l'inverse, parce qu'on a des très jeunes historiens
comme Timothée Brunet-Lefebvre, qu'on verra aussi, qu'on entendra tout à l'heure dans la première table ronde, qui, très jeune, pardon de le dire, qui travaille sur les procès de gens qui sont encore, d'une certaine manière, dans la force de l'âge, mais qui sont quand même très largement plus vieux que toi. Donc, il y a évidemment ce passage des générations que je trouve bouleversant. Quant à moi, et je m'arrête là, voilà, je me souviens de plusieurs choses. Je me souviens effectivement, mais je le dirai tout à l'heure, quand je vous ai rencontrés tous les trois, enfin une rencontre littéraire avec Beata, une rencontre amicale avec Mathieu et une rencontre historiographique avec Timothée. Et je me souviens aussi que, puisqu'on parle de 2014, j'ai eu l'immense honneur, mais c'était vraiment un honneur, et j'y suis pour rien, c'est grâce à Séverine Nickel. Puis je voudrais dire aussi à Ariane Mathieu, qui était du voyage du Rwanda, qui travaille de manière infatigable à la revue L'Histoire et qui est spécialiste du génocide au Cambodge, que nous avions en 2014 dans l'univers historique publié ce livre majeur, fondamental, d'Hélène Dumas, qui aurait pu être avec nous, mais qui revient tout juste du Rwanda, qui revient ce matin, je crois, et donc qui nous adresse, voilà, et nous à elle, ses amitiés. Ce livre bouleversant, le génocide au village, et à bien égard un livre fondateur. Et j'en tire juste, pour terminer, un seul extrait qui, d'une certaine manière, dit quelque chose de la façon dont on va concevoir ensemble, une façon de construire un nous. C'est toujours la même chose, un nous. C'est une rescapée qui s'appelle Domitilla, qui s'exclame à la fin du livre, « Tu vois, la façon dont ils nous mettent en rond pour nous tuer, eh bien, ils font de la même manière dans la guachacha, c'est-à-dire les procès ensuite en plein air, où on dit d'abord la vérité sur ce qui a eu lieu, où on dit d'abord ça a eu lieu, c'est-à-dire que le temps se replie dans cette portion d'espace. Tu appelles un témoin qui dit qu'il est parti avec toi dans un iguitero, groupe de tueurs, et tu réponds « oui, c'est vrai ». Mais pourquoi ton voisin? Pourquoi tu es parti dans cet iguitero? Pourquoi tu n'as pas refusé? Pourquoi? Alors évidemment, la seule réponse, c'est ce que Primo Levi écrit dans « Si c'est un homme ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Mais ici, c'est le lieu où nous sommes condamnés à côtoyer ceux qui nous tuent, le lieu où il n'y a pas de pourquoi, qui est effectivement toujours le grand récit du nous. Et c'est d'ailleurs sous ce titre qu'avait été adapté pour le théâtre le roman de Boubacar Boris Diop, Livre des ossements, qui était un des romans, on va en parler, de ce passage à la fiction, mais lui est sénégalais, il n'avait aucun rapport avec le Rwanda. Et justement, l'adaptation théâtrale de ce livre de Boubacar Boris Diop, de 2012, je crois, enfin bon, qui était aussi un moment important dans cette conjoncture mémorielle, c'est Agati Yakou, Entre nous. Voilà. Et il y a là quelque chose à la fois rassurant et terrifiant, vu du Rwanda, c'est-à-dire du génocide au village, entre voisins, dans cette expression « entre nous ». Donc voilà ce qui nous rassemble, une manière, effectivement, j'espère, avec tact, comme vous le dites, Beata, ou votre personnage, avec correction, évidemment, de poser cette question qui, parce que les historiennes et les historiens ont si bien travaillé et rendu disponible leur savoir, parce que
les témoins, les rescapés, les survivantes, les survivants, les créatrices, les créateurs, cette extraordinaire scène artistique et qui, depuis si longtemps dans ce passé récent, force notre admiration au Rwanda. Tout cela, effectivement, en fait une expérience où nous ne sommes pas, mais qui est rendue disponible et qui nous permet de reconstruire un nous, voilà, parce qu'il n'y a d'histoire que générale et parce que l'histoire ne vaut que si elle est une expérience collective. Donc, voilà, pour expliquer le plus simplement possible notre démarche. Et donc, si vous le voulez bien, elle s'articulera en 2 tables rondes. Et la première, survivre et après, quand l'histoire continue, c'est vraiment une conversation. Donc, il n'y a pas de communication à attendre ou à craindre. Je vais l'animer donc avec Timothée Brunet-Lefebvre, Mathieu Pot-Bonneville et Beata Oumouliayi Mérès, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir. On commence par vous, Beata, vous voulez bien? Bonjour, vous êtes donc essayiste, autrice, écrivaine. C'est pas votre premier livre, de loin pas. Vous êtes justement, et vous en expliquez dans ce livre, le choc dans cette étonnante, à contre-courant peut-être d'ailleurs, démarche d'être passé par la fiction et de sortir de la fiction d'une certaine manière avec ce livre, Le Convoi, qui est un livre exceptionnel. Je crois qu'on peut quand même en dire un mot parce que si quelques-unes et quelques-uns d'entre vous ne l'ont pas encore lu, peut-être ne pas se parler de manière allusive. C'est une enquête, et c'est une enquête très longue qui revient à cette image de votre enfance. Vous avez 15 ans, votre adolescence. Et ce qui me frappe, c'est ce que vous me disiez lorsqu'on préparait rapidement cette rencontre, c'est l'écart temporel, puisque nous parlons du passé, entre le pas lent, presque difficile de cette enquête que vous menez par l'écriture. On arrive bien effectivement à comprendre comment c'est difficile. Vous cherchez le photographe, vous n'y arrivez pas. Quand vous le retrouvez, vous êtes déçu. Et puis ce livre, il est paru il y a 3 mois. Et depuis 3 mois, tout s'est accéléré, en somme. C'est-à-dire qu'un livre, c'est aussi un accélérateur pour la mémoire, mais aussi pour justement le partage de cette expérience. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'enquête et sa poursuite? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là cet après-midi. Alors, l'histoire de ce livre, en réalité, je commence une enquête sans du tout avoir de projet de livre. Je commence une enquête sans être encore devenue écrivaine, uniquement pour trouver une trace. J'ai quitté le Rwanda le 18 juin 1994 grâce à un convoi organisé par une ONG qui s'appelle Terre des Hommes. Et quelque temps après que nous ayons traversé la frontière, j'étais avec ma mère dans ce convoi. Donc on venait de passer plus de 2 mois à nous cacher pour ne pas être massacrés pendant le génocide. Quelque temps après, des gens nous disent nous avoir vus à la télévision britannique, la BBC, traversant cette frontière. Et j'avais vu qu'il y avait des caméras, j'avais vu qu'il y avait des blancs avec une caméra, donc je savais qu'il y avait des journalistes. Mais il faudra 15 ans de vie d'après, de ce que c'est que se reconstruire à la fois après un génocide, mais aussi de se construire une vie dans l'exil, qui est le mien désormais en France. Il faudra 15 ans pour qu'enfin je me décide à aller chercher cette image. Et donc ces 15 ans d'enquête dont vous venez de parler, qui au départ ne visent qu'à trouver
une image de moi et de ma mère, point. Et à chaque fois, j'avance par spirale, parce qu'à chaque fois, je ne trouve pas ce que je cherche, mais en ne trouvant pas ce que je cherche, je trouve un nouveau chemin et je cherche autre chose. Je ne cherche plus la photo de moi, je trouve des images sur lesquelles je ne figure pas ou sur lesquelles je ne figure qu'à moitié. Mais désormais, je décide de chercher les enfants les enfants qui sont sur ces photos pour les leur remettre, en m'imaginant que peut-être eux aussi sont dans une même quête de traces. Et je ne trouve pas la liste des noms des enfants, mais je trouve les humanitaires. Et ensuite, je décide de chercher toute l'histoire de ces convois, puisque je réalise que c'est un sauvetage absolument inouï qui a été pratiquement oublié par tout le monde, en tout cas qui ne figure dans aucun des livres écrits sur le génocide, mis à part 2 lignes dans le livre d'Alison Desforges. Et c'est ainsi que ce livre arrive. Et pendant ces 15 ans de recherche, entre-temps, je suis devenue écrivaine. Et j'ai désormais les outils pour pouvoir à la fois raconter une double histoire, celle de ces 3 mois de génocide que je raconte d'un point de vue individuel, mais aussi collective, c'est-à-dire celle des autres enfants, et celle de cette enquête qui me mène à vous aujourd'hui. Et comme vous disiez, depuis la sortie du livre, et je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas... je suis pas mystique, j'ai pas du tout de croyance en quoi que ce soit de surnaturel, mais il se fait qu'il y a quand même à chaque fois des boucles comme ça. Alors il y a 30 ans, mais il y a aussi 3 mois. 3 mois après la sortie du livre, sachant que le génocide a duré 3 mois, je retrouve enfin cette image que je cherche. Alors, pas toutes, mais j'ai retrouvé il y a quelques jours, à la veille de la commémoration du génocide, là aussi. Il n'y a pas de hasard. Parce qu'un ami avait lu ce livre et s'était dit « c'est pas possible que tu n'aies pas réussi à trouver cette vidéo », je la retrouve et je l'ai en ma possession désormais. Et c'est aussi quelque chose auquel je ne croyais pas quand on me disait que peu la littérature, je ne disais pas grand-chose finalement, si ce n'est peut-être de laisser des traces de nos vies minuscules. Mais là, eh bien, la littérature nous ramène notre histoire, un livre peut faire ça. Et c'est assez émouvant de le vivre. C'est cette littérature, hein. C'est peut-être pas toute littérature, mais c'est cette littérature qui est documentée, qui est informée, qui est obstinée. Vous dites d'ailleurs, et c'est tout à fait admirable, vos dettes vis-à-vis justement d'Hélène Dumas dont on parle, de Nathan Rera aussi, ce livre important qui nous dessille en fait sur les images du Rwanda. Absolument. Qui nous montre que tout ce qu'on croit avoir vu est toujours à côté de ce qui a eu lieu. Les images qui sont iconiques du Rwanda, qu'on nous a donné à voir, ici, le plus souvent c'était autre chose, parfois... Même c'était les images du choléra dans les camps au Zaïre des Hutus, des génocidaires. Oui, le travail de Nathan Rera, c'est son travail de thèse en histoire de l'art. Je l'ai rencontré finalement il y a... j'étais en vacances hier et je rappelais à mon mari qu'il y a 1 an exactement, j'étais au même endroit et mes enfants m'avaient... dessiné résidence d'écriture pour maman sur la porte de la chambre. Et il y a 1 an, j'étais en train de lire le livre de Nathan Rera et qui a donc travaillé sur les images, que ce soit photos, vidéos du génocide, un travail vraiment fondamental que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontré jusqu'alors, et qui me permettait finalement, parce qu'au départ, je cherche une image personnelle, mais en cherchant ces photos et ces vidéos, et en réalisant à quel point nous, les rescapés, dont ce sont les images, dont ce sont nos histoires, qui ont été prises, pour ne pas dire capturées, par des reporters occidentaux, par des humanitaires, ces images-là ne nous appartiennent pas. Elles ont été prises par d'autres, pour d'autres.
Et comment écrire sa propre histoire, comment retrouver des traces, parce que la plupart des enfants dans les convois étaient petits, donc beaucoup n'ont qu'un souvenir assez diffus de ce qui s'est passé. Moi, j'avais 15 ans, donc j'étais vraiment entre l'âge adulte et l'enfance. Comment retrouver son histoire, ce qui est fondamental pour se construire, quand elle appartient à d'autres. Et comme je réalisais à quel point, quand j'essayais de pousser des portes des archives, que ce soit celles des ONG ou celles des médias occidentaux, ou que je me suis perdue dans les méandres des archives du mécanisme résiduel du tribunal pénal international pour le Rwanda, donc, du tribunal des Nations Unies qui s'est tenu à Arusha, et que je n'arrivais pas à retrouver mon histoire dans cette histoire collective qui, encore une fois, a été faite par d'autres, pour d'autres, j'ai commencé à considérer différemment ces images. Et à ce moment-là, le travail de Nathan Rera a été quelque part une façon de pouvoir dire, parce que je ne suis pas chercheuse, je n'ai pas d'autre légitimité que celle d'être une survivante. Et c'est très important, et je dis ça ici au Collège de France, que souvent, et c'est aussi parce que je viens d'un milieu militant, quand on n'est rien d'autre que la personne à qui c'est arrivé et qu'on n'a pas l'étiquette de telle ou telle académie, qu'on n'a pas un discours de pseudo-neutralité, on n'est pas censé être le plus légitime pour en parler. Ou en tout cas, on n'a pas une sorte d'assise et de force. On est tout de suite un peu déconsidéré. On est dans l'émotion. On est dans un vécu, peut-être du pathos, mais ça n'a pas la même valeur sérieuse que quand c'est un chercheur ou une chercheuse. Et c'est important de dire ça parce que à ce moment-là, quand je rencontre le travail de Nathan Rera, ce malaise que j'ai depuis 1994, parce que quand j'arrive en juillet 1994, les images qui sont à la télévision sont celles des camps de réfugiés Hutus. Et toute l'attention, toute la pitié du monde est tournée vers ces images de ces gens dont je sais qu'une partie d'entre eux sont ceux qui viennent de nous tuer. Et ce décalage-là... Elle nous en rappelle d'autres, des images aussi, parce qu'on voit en transparence les camps, parce qu'il y a... Parce qu'il y a une épidémie de choléra et des morts à profusion, parce qu'il y a eu très peu de médias finalement pendant le génocide. Tout le monde était soit en Afrique du Sud, soit en train de couvrir la Coupe du Monde de football aux États-Unis. Et puis ensuite, quand les Hutus se fuient au Congo, alors tous les humanitaires qui ne sont pas venus à notre secours, à part la Terre des Hommes, tous les journalistes arrivent. Et puis, c'est très confortable. Une épidémie, on peut y faire quelque chose. On est dans cette surpuissance occidentale de on va sauver ces Africains qui sont en train de mourir. Et donc, tout cet imaginaire-là, qui est un mélange d'imaginaire, effectivement, il y en a qui vont parler des camps de Bergen-Belsen, mais aussi de l'imaginaire colonial, du sauveur blanc, tout ça est absolument... et donc, c'est là où on a ces textes de... Je vous lirai d'ailleurs... par rapport à ce texte du Figaro que vous avez... j'ai écrit, ça m'a tellement touchée, j'ai écrit un texte là-dessus. Mais il y a cet imaginaire-là, et à ce moment-là, moi, c'est le moment où j'arrive en France. Donc ce malaise est depuis, souvent, encore maintenant, et ça aussi, c'est ce que ce livre me permet aujourd'hui, quand je suis invitée dans une télévision, c'est d'aller voir les journalistes, de discuter avec eux avant en disant « Quelles images allez-vous diffuser ?» Parce qu'ils ont une sorte de banque d'images dans lequel c'est Rwanda. Et en fait, 80% des images qu'ils ont sont ceux qui ont été prises alors. Et donc, très régulièrement, dans les médias occidentaux, on va avoir un sujet qui parle du génocide des Tutsis du Rwanda et où ceux qui sont présentés comme des victimes, et nous seuls le savons, sont une partie des bourreaux. Donc, j'avais besoin du travail de Nathan Rera pour pouvoir le dire de façon, ou d'aller chercher les textes de Suzanne Sontag, d'aller chercher d'autres qui me légitiment dans ce que je dis moi, parce qu'effectivement, je ne suis que survivante. Oui, c'est ce que vous dites, en fait, c'est à vous, c'est à nous, dites-vous, de légender ces images. C'est-à-dire de leur donner leur identité, leur identification, leurs coordonnées spatiales et temporelles, émotionnelles aussi, et de raconter des histoires par rapport
à ces images. Cette question que vous dites effectivement du rapport avec le témoin, l'autorité du témoin, etc., on va bientôt en venir à vous, Timothée, et puis surtout n'hésitez pas, Mathieu, Timothée, dès que vous avez... ok, on parle, on discute, donc n'attendez surtout pas votre tour. Et si vous voulez poser des questions à Beata directement, allez-y. Mais là encore, c'est bien de cela dont il s'agit. C'est vrai que les historiennes et les historiens ont eu, d'une certaine manière, tendance ou habitude à thématiser l'âge des témoins, l'âge des historiens, etc. Mais avec le Rwanda, même ceux, et ceux qui participaient à ce voyage, peut-être que tu peux en dire un mot, Mathieu, en particulier Henri Rousseau, ou Stéphane Audouin Rousseau, ou Annette Becker d'ailleurs. Je parle de ceux d'avant, enfin ceux qui étaient spécialistes d'autres choses, pas comme Hélène Dumas, se rendaient compte que tout était cul par-dessus tête. Donc, je te présente, donc Mathieu Pot-Bonneville est directeur du département de création au musée Beaubourg. Il est philosophe. Il dirige une importante collection à la découverte qui s'appelle Terrain philosophique, dans laquelle on peut lire ce très beau livre de Daniel Heller-Roazen sur ce traité des absents. Il s'agit peut-être de ça, au fond. Et puis tu as écrit aussi sur Recommencer pour un livre qui s'appelle Recommencer, qui est issu d'une conférence au banquet du livre de La Grâce. Et je me souviens qu'à La Grâce, cet été, tu a posé cette question: comment hériter du XXe siècle? Et toi, d'une certaine manière, tu as hérité du XXe siècle en participant à ce voyage initiatique en 2014. Oui, pourri. Merci beaucoup, Patrick, et merci de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la mince légitimité que j'ai à être à cette table, je pense que c'est important de commencer par trembler un peu quand on évoque ce genre de sujet. La mince légitimité qui est la mienne, c'est d'avoir été en 2014, puissance organisatrice et participant d'un voyage assez singulier. Tu travaillais pour l'Institut français. Voilà, j'avais l'année précédente, en 2013, fait un pas de côté vis-à-vis de ma trajectoire de maître de conférence en philosophie pour rejoindre l'Institut français. L'Institut français, c'est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères pour l'action culturelle extérieure de la France. Le dernier ferme la porte. Voilà, c'est cet organisme qui met en musique, en quelque sorte, un certain nombre d'activités sur le dialogue des cultures dans toutes leurs dimensions. Et j'avais rejoint l'Institut français pour m'occuper d'un programme dédié spécifiquement aux sciences humaines et au débat d'idées. Programme dont il m'est apparu assez vite qu'il serait intéressant d'en faire autre chose que simplement un programme de diffusion où il s'agit d'envoyer par-delà les mers les travaux des chercheurs français pour les faire rayonner, mais qu'on pourrait peut-être, à partir de là, articuler des choses plus fines et surtout plus multipartites, des choses où le dialogue puisse effectivement s'exercer à parité entre chercheurs, entre publics, entre sociétés, sur les enjeux de sciences humaines. J'étais donc dans cet endroit un peu improbable, dans cette sorte de niche encore assez mal définie, et suffisamment mal définie pour qu'on puisse y faire des choses qui ne rentraient pas dans les cases. Or, Hélène Dumas et Stéphane Audouin Rousseau, l'une était d'ailleurs la thésarde de l'autre, ce qui en termes de transmission est intéressant, puisque au fond c'est un sujet sur lequel elle avait d'une certaine façon, sinon amené, du moins contribué à tirer Stéphane Audouin Rousseau. L'un et l'autre avaient un projet assez singulier, assez peu conforme au canon de l'action culturelle, qui consistait à faire voyager au Rwanda, à l'occasion de la 20e commémoration du génocide des Tutsis, un groupe d'historiennes et d'historiens spécialistes des violences de masse au XXe siècle. Donc l'enjeu était au fond évidemment d'infuser la connaissance de ce qui s'était produit dans le monde universitaire français, mais aussi d'une certaine manière de désectoriser
la question du génocide des Tutsis Oui. vis-à-vis de cette série d'autres violences de masse. Et il y avait Nicolas Werth, il y avait Henri Rousseau, il y avait Annette Becker, il y avait Elisabeth Claverie, il y avait Ariane Mathieu, que tu as cité. Donc, au fond, l'idée était... Et Emmanuel Laurentin qui en a fait un documentaire. Absolument, tout à fait, qui compte parmi les historiens. Mais l'idée était au fond de considérer que le Rwanda n'était pas dans une... Enfin, il n'y a que des singularités, il n'y a que des incomparables, mais ces incomparables-là doivent être rapprochés entre eux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une exceptionnalité du génocide rwandais, mais le génocide rwandais n'a pas vocation à être une spécialité pour africanistes. Et il y avait des raisons d'amener des spécialistes du génocide au Cambodge, d'amener des spécialistes des violences staliniennes, d'amener des spécialistes de la Shoah à se confronter à cette réalité. Voilà. Donc c'était l'idée. L'idée, c'était aussi, en effet, de faire voyager ces historiennes et ces historiens avec des doctorants et des doctorantes. Donc là aussi, de travailler sur à transversaliser, à tracer une transversale entre générations, parce qu'au fond, considérant d'une certaine manière qu'il n'y avait pas de spécialistes, que la spécialisation était à faire, et que peut-être que ces doctorantes et doctorants allaient être celles et ceux qui se saisiraient effectivement du sujet mieux que ne l'auraient fait leurs aînés. Il s'agissait aussi, à travers la présence d'Emmanuel Laurentin que tu citais et de cette série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée au génocide, de travailler sur une diffusion plus large dans le débat public français d'une certaine manière, et puis de voyager aussi avec des rescapés, avec plusieurs rescapés, j'y viendrai peut-être tout à l'heure, mais Emilienne Mukansoro, qui faisait partie du voyage, Martin Meoza, qui était le représentant de la CNLG, Commission nationale de lutte contre le génocide, dans notre petit groupe de voyageuses et de voyageurs, et qui, d'une certaine manière, venait aussi permettre, rendre possible, obliger à une confrontation directe entre celles et ceux qui avaient traversé cette expérience-là et celles et ceux qui venaient s'y initier. Le mot de Stefano Douarouzo, qu'il a repris ensuite d'ailleurs comme titre de son livre sur le Rwanda, c'était le mot d'initiation. Et je trouvais que ce mot était bien trouvé parce que au fond, initiation en français est un mot assez contradictoire, puisqu'il dit à la fois l'entrée dans un petit cercle de ceux qui savent, et en même temps les premiers pas de celui qui ne sait pas encore. Vous voyez ce que je dis ? Il y a à la fois dans la notion d'initiation quelque chose d'une expérience spirituelle, donc d'aller au-delà de la simple prise de connaissance, mais d'entrer dans une expérience transformatrice de celles et ceux qui la traverseraient, et tous les participantes et les participants de ce voyage partagent ça en commun, c'est-à-dire qu'ils ont été changés par ce voyage, dans la conscience en même temps qu'il s'agissait d'une certaine manière d'une initiation, un peu comme on parle de l'initiation à tel ou tel, je ne sais pas, à la cuisine, etc. C'est-à-dire, au fond, on n'est pas encore dans l'apprentissage. On est avant l'apprentissage, on est dans les premiers balbutiements d'une connaissance qui, jusque-là, n'avait pas su se saisir comme il le fallait. Et la situation est différente, je pense, aujourd'hui de ce qu'elle était hier, de cette réalité, de cet événement historique. Voilà le contexte dans lequel nous étions. Et c'est vrai que, vous voyez que c'est dans une situation où l'ordre des générations, tu le disais, était bouleversé, la composition même de cette cohorte qui venait bien sûr faire aussi quelque chose là où la France ne pouvait rien faire. Puisqu'au fond, le voyage s'est terminé de manière compliquée. Parce que c'est aussi un moment de bouleversement politique. Aussi, tout à fait. Christiane Taubira devait venir à la commémoration. Elle a renoncé à sa venue après que Paul Kagame ait fait une sortie assez violente sur la responsabilité de la France. Donc, on sentait bien que le temps n'était pas venu pour, comme on dit, mais la conviction de Stefano Douarouzo et Hélène Luma, c'est que quelque chose devait se produire entre les sociétés qui ne pouvaient pas, qui n'arrivaient pas, qui ne voulaient pas se faire entre les gouvernements, d'une certaine façon. Et sur l'initiation, justement, peut-être que tu as des questions à poser
à Beata, mais c'est une question qui se pose à tout le monde. Au fond, moi, ce qui m'a frappé en lisant, une initiation, en lisant le cours compte-rendu d'Henri Rousseau aussi, de ce voyage, en t'écoutant et en lisant les autres, c'est que ce qui, en revanche, ne suscite pas d'initiation lente, mais qui est une sorte d'effraction évidente, bouleversante, et qui va vous transformer d'un coup sans que vous sachiez vraiment que faire de cette transformation, c'est la découverte de la beauté des paysages et l'incapacité, au fond, à faire quelque chose d'autre. J'en ai lu un passage obscène, mais tout et tous, et c'est un problème assez littéraire, au fond. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette évidence têtue du lieu? Deux choses peut-être. D'abord, j'étais très sensible à ce que vous disiez, Beata, sur la question des images et de ce décalage permanent entre les images choisies et la réalité qu'il s'agissait de désigner, parce que ce décalage-là, je ne dirais pas qu'il tombe quand on va sur place, mais qu'en tout cas quelque chose, s'effrite de cette distance-là, parce qu'il y a une forme de... je me souviens que collectivement, ces historiennes et ces historiens étaient pris comme dans une voyée double. C'est-à-dire que découvrant, pour beaucoup, pour moi-même, c'était la première fois que j'allais au Rwanda, c'était pas la dernière, mais c'était immédiatement être pris dans un paysage auquel se superposaient les scènes qui nous étaient racontées, qui nous étaient restituées à chaque instant de ce qui s'était produit là. Donc cette manière, disons que ce que vous décriviez comme un décalage entre l'image et sa légende, on prenait plutôt la forme d'une espèce de télescopage ou d'écrasement de l'image et du récit de ce qui s'était produit à cet endroit-là. C'est la première chose. Et après, je me souviens qu'on s'est beaucoup engueulé pendant ce voyage, enfin régulièrement, à mesure que les uns et les autres s'effondraient, parce que chacun pleurait à son tour, à son rythme, d'une certaine façon. Et on s'engueulait beaucoup aussi, régulièrement, parce que... mais sur des enjeux importants. Par exemple, fallait-il montrer, comme c'est le cas à Morambi, des corps sur des claies, des corps repris dans la chose sur des claies. À quoi ça sert? Un tel disait, si, c'est utile parce qu'on voit la brutalité qu'il faut pour tuer quelqu'un. Et l'autre disait, non, c'est du spectacle. Il y a quelque chose d'une obscénité qui n'est pas possible, etc. Et sur cette question que tu posais de la beauté des paysages, il y avait évidemment le refus collectif du sublime et du grotesque, là, de d'Ormesson, le Rwanda, terre de contraste, massacre et beauté, quoi. Mais il n'en restait pas moins que quelque chose se passait dans la confrontation avec ce pays qui est très singulier et qui, pour les imaginaires européens, ne ressemble en rien à l'Afrique. À l'Afrique imaginée, à l'Afrique racontée. Pour ma part, je m'étais bricolé une hypothèse pour régler cette question-là. Mon hypothèse, je suis un peu spécialiste de Michel Foucault, c'est de dire que le problème, c'est que c'est une beauté panoptique. C'est-à-dire que la beauté des paysages, c'est la beauté de paysages qui sont extrêmement humanisés, et donc qui ne laissent aucune chance à ceux qui veulent se cacher. Qui ne laissent aucune... D'où l'on peut s'entre-apercevoir mutuellement en permanence, donc qui ne laissent au fond aucun territoire scellé, caché, etc. Et c'est cela qui était terrible dans la beauté même. Le Rwanda, c'est la Touraine transformée en champ de massacre, d'une certaine façon. Voilà. Timothée, vous voulez dire un mot? Alors, je vous présente donc Timothée Brunet-Lefebvre. Vous étiez encore il y a quelques mois doctorant, et puis vous venez de soutenir brillamment votre thèse sur justement les procès. Vous allez peut-être nous en dire un mot. Les procès des génocidaires. Génocidaires étant d'ailleurs un mot que les spécialistes du Rwanda, les témoins d'abord, puis les historiennes et les historiens ont légué, si j'ose dire, à la compréhension globale des crimes de masse. J'ai d'abord lu votre livre qui s'appelle
que je trouve extraordinaire, qui s'appelle le Père Seromba, destructeur de l'église de Nyangé. Vous me l'aviez apporté en me disant peut-être que ça peut vous intéresser. C'est une histoire terrible, l'histoire d'un prêtre qui brûle son église et avec évidemment les Tutsis dedans, et qui le justifie parce que tout ça évidemment, y compris d'ailleurs sans doute la monstration des corps, à avoir avec la culture chrétienne, qui le justifie de manière patristique parce que c'est un fan d'Ambroise de Milan. Et moi, je déteste pas Ambroise de Milan, mais pas dans ces circonstances-là. Et effectivement, ce que j'avais admiré dans votre prose, c'est combien elle retenait. C'est pas la question de l'émotion, c'est la question de l'excitation interprétative. Parce que là, sur le plan de l'anthropologie de la violence, pour les massacrologues patentés, là, il y a de quoi s'enflammer. On est au paroxysme. Et vous aviez cette manière incroyablement sobre de retenir, comme Susan Sontag que vous citez, Beata, qui est effectivement comment se tenir face à la douleur des autres, comment ne pas s'échauffer les esprits par l'interprétation. Et vous arrivez après ce voyage, après Hélène Dumas, et vous faites une thèse aujourd'hui sur ce qui sont probablement pas les derniers des procès en France, il y en aura d'autres, mais parmi les derniers. Et comment vous percevez cette profondeur du temps, quoi, simplement? Merci tout d'abord pour votre invitation et pour cette opportunité. Et déjà, je pense que la question qu'elle pose, et c'est en écho avec ce qu'a pu dire Beata Oumbié-Mérès et Mathieu Pot-Bonneville, c'est aussi la question par rapport à au génocide des Tutsis notamment quand il est en héritage d'une manière ou d'une autre, notamment pour des chercheurs en sciences sociales que je connais, qui ont effectivement vécu ce choc et cette rencontre. Et effectivement, quelque chose que j'ai moi-même pu faire l'expérience trop brièvement, malheureusement, au Rwanda, qui est en fait ce désarmement, et même du discours des sciences sociales en tant que tel, mais qui est en fait désarmement aussi des représentations, qui a lieu à voir effectivement avec les images, où effectivement les travaux de Nathan Herrera le montrent très bien d'un point de vue très, je peux dire presque d'histoire sociale de ces journalistes et photoreporters et des grilles qu'ils avaient pour représenter l'événement, où ils montrent très bien comment au final les situations de famine en Éthiopie dans les années 70-80, eh bien c'est les cadres de l'image et les lexiques de l'image et de la photographie qui sont réappliqués après au Rwanda, et à quel point ça dépolitise et dénature totalement la réalité de l'événement et de la violence qu'il porte, mais surtout la manière avec laquelle le fait d'être face au génocide, et comme d'autres événements de violence de masse, c'est aussi, je crois, à la rencontre avec quelque chose que décrit aussi George Didier Huberman, du fait de devoir à un moment fermer les yeux face à cette situation, de voir les cadres de représentation qu'on a s'effondrer, et en fait du moins devoir trouver d'autres moyens que ceux qui étaient attendus. Et je crois notamment qu'Hélène Dumas, dans l'ouvrage dont vous parliez, Le génocide au village, parle des paysages, et elle utilise cette expression où elle explique que les paysages sont en fait des palimpsestes au Rwanda, qu'on ne peut que comprendre ce qui s'est produit, alors qu'en plus au Rwanda, le lieu principal de la mise à mort étaient les collines, donc les lieux d'habitation ordinaires, qui n'ont pas laissé de traces aussi flagrantes que des mémoriaux, ou alors que des mémoriaux comme celui de l'église de Nyangé, qui effectivement a été détruite, et même à l'époque où il n'y avait qu'un vide à la place de l'église, eh bien cette absence, elle signifiait une présence, et du moins elle signifiait la marque de l'événement et sa violence. Alors que, pour saisir et pour comprendre ce qui était en jeu, en fait, ça passait par la parole. Ça passait par l'intermédiaire de celles et ceux qui avaient traversé l'événement, qui l'avaient vécu, qui l'avaient connu, et qui avaient, disons, une parole indispensable pour essayer de l'approcher au mieux, ou pour au moins en prendre conscience. Et je crois que c'est au final ce qui noue en même temps ces questions publiques, même de transmission, ces questions de recherche, et aussi ces questions pénales sur lesquelles je me suis penché, parce qu'au fond,
les catégories judiciaires qui sont employées pour juger des acteurs dans un cadre pénal qui soit international ou même national, mais particulier dans le cas de ces procès qui ont lieu en France, évidemment, sont des définitions et des qualifications juridiques assez limitées par rapport à la richesse, si on peut employer ce mot, de en fait ce qu'a été la violence et les formes de violence déployées pendant le génocide, et de ce qu'ont été en retour toutes les conséquences qui ont été celles pour les rescapés, les survivants et pour les victimes. Et sur ce point, la question judiciaire en fait est aussi intéressante qu'on la reprend même dans sa genèse au Rwanda tel quel, parce qu'à partir de 1994, l'effort de justice s'impose, et du moins le nouveau régime rwandais, alors que des centaines de milliers de détenus vont commencer à surpeupler les prisons rwandaises, la question du jugement du génocide va se poser, et donc la question de la découverte de tous les actes qui ont été commis et de toute cette, disons, de cet arsenal, si on peut dire, là encore, il est difficile de donner les bons mots dans ces circonstances, mais de vraiment décrire dans sa matérialité le génocide des Tutsis et dans ses différents actes. Et donc on a des premières lois rwandaises pour juger le génocide qui font mention de l'autorité des grands tueurs, des tueurs de grand renom, comme ils sont appelés. Les faits, évidemment, les tueries, le fait de tuer, le fait de blesser, de s'en prendre aux gens, de s'en prendre aux biens. Et puis apparaissent les autres formes qui participent intégralement au génocide et qui donc en déplient la représentation qu'on peut en avoir. Les actes de torture, les actes d'atteinte aux cadavres, et enfin, et parce que c'est aussi ce qui caractérise le génocide des Tutsis au Rwanda, les violences sexuelles, qui ne sont en aucun cas, elles ne le sont jamais, mais qui là ne sont en aucun cas un à côté ou quelque chose qui viendrait avec, comme conséquence de massacres de masse commis par des hommes, Hutus notamment, mais comme étant en fait au cœur du projet politique et organisé systématique par la ministre de la Famille. Voilà, notamment Pauline Massoukou, qui est la seule femme à ce jour absolument condamnée pour crime contre l'humanité. Oui, tout à fait. Et donc, de voir à quel point, au final, cette rencontre avec ce qui sont des dates, une série de phénomènes et de moments qu'on peut pointer, de phénomènes sociaux et politiques qu'on peut décrire, qu'il y a cette première étape de compréhension un peu scolaire, pas dans le mauvais sens du terme, ou même dans le bon, mais simplement de prise en compte factuelle des événements. Et puis un autre moment, et qui a aussi lieu, je pense, dans le contact avec le terrain, avec la matérialité et avec le discours des rescapés, qui est non plus celui de la compréhension intellectuelle, mais plutôt, disons, du fait de saisir et d'être saisi, en fait, par les faits. Par ce que signifie cette violence et ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a été au niveau humain, à l'échelle humaine, expérientielle de ceux qui ont traversé l'événement. Parmi les livres qui sont parus récemment, parmi les plus effrayants des livres qui sont parus récemment, le livre de Violaine Baraduc sur l'infanticide génocidaire. J'ai une question, pardon Beata, mais effectivement, vous êtes dans votre livre tellement compréhensive face à la méchanceté, l'indifférence, les préjugés, c'est-à-dire compréhensive, intelligente simplement, ouverte, désireuse de créer un nous qui pourrait se restaurer. Est-ce que quand vous voyez par exemple, je pense à ce livre de Violaine Baraduc parce qu'il est particulièrement effrayant, donc c'est l'histoire effectivement de l'assassinat des enfants Tutsis ou mixtes, parfois même par leur mère. Est-ce que ça a un sens si on vous dit mais là c'est tellement, l'horreur est tellement inimaginable, incommensurable qu'on veut pas en entendre parler. Ça vous arrive des fois quand même quand vous faites des rencontres publiques? Alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites et dans ce que vous avez dit. Répondez librement, pas forcément à ce que j'ai dit. Oui, mais je vais essayer de répondre à tout, mais en partant de ce fil-là, de ce livre de Violaine Baraduc, que je n'ai pas encore lu. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la présentation de ce livre, je me suis dit, ce sont des faits très, 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 très rares. Oui. Il y a deux mères. Ouais.
Voilà. Non, mais c'est très important aussi de prendre conscience que même s'il y a tout un livre sur ce fait-là, ce n'est pas ce qu'il y a de plus représentatif du génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a eu beaucoup plus de mères ou tout, je pense, qui ont été tuées avec leurs enfants ou de gens qui n'ont pas... Enfin, voilà, il faut... Et en fait, ça m'amène à penser quelque chose qui est une vraie préoccupation que j'essaye de partager de plus en plus. Et encore une fois, je suis dans cet entre-nous, parce que je suis aussi personnellement un entre-nous. Je suis métisse, je suis franco-rwandaise, j'ai les deux cultures, je viens des deux mondes, je parle les deux langues. Et j'essaye à chaque fois de... Je suis, peut-être aussi parce que je suis écrivaine, je regarde les gens nous regarder et je nous regarde être regardés par les gens et je vois ce qui se joue là. Et ce voyage, voilà, souvent, ces derniers temps, j'ai des journalistes qui partaient au Rwanda, il y a eu ces moments de commémoration, des gens qui y vont pour la première fois, ce type de rencontre. De la même façon qu'il y a ce décalage ou cette collision entre le paysage et l'histoire, je dis toujours aux gens qui vont au Rwanda pour la première fois, vous avez un filtre qui est celui de ne voir le Rwanda qu'à travers le génocide des Tutsis. Et je leur rappelle des choses très simples. Au lendemain du génocide, on estime, alors ces chiffres-là, je ne sais pas ce qu'ils valent, qu'il y avait 300 000 rescapés. Aujourd'hui, il y a plus de 13 millions d'habitants au Rwanda. Donc les gens vont aussi, des étrangers peuvent aller au Rwanda en voyant en tout le monde un rescapé du génocide. C'est assez incroyable, mais il y a ce genre de décalage qui font que les gens ne voient le Rwanda qu'à travers cette histoire qui finalement ne va concerner... Alors certes, il concerne tout le monde parce que il y a les enfants des rescapés, il y a les Hutus dans lesquels pas une seule famille n'a quelqu'un, tous les Hutus n'ont pas tué, mais le crime était aussi de masse du côté des tueurs, donc des centaines de milliers de tueurs, donc dans chaque famille il y a au moins un tueur. Et puis il y a les Tutsis qui sont rentrés de l'étranger, certains avaient fui dans les années 50, n'avaient plus forcément de famille très proche, mais tout le monde est touché, mais c'est aussi ce décalage qu'il peut y avoir des gens qui peuvent complètement ne pas voir aussi ce que les autres sont. Et l'autre préoccupation, et je trouve que c'est très très bien, il y a vraiment toute cette nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses français. Je suis, moi, dans un propos de dire on se réapproprie notre histoire, il faut que ce soit nous qui racontions aussi nos histoires. Et la réalité, c'est qu'il y a très peu de jeunes Rwandais qui sont en train de faire des études en sciences humaines et notamment en histoire, et que donc on est aussi dans une période où l'histoire du génocide, l'histoire du Rwanda du XXe siècle est essentiellement écrite par des Occidentaux. Et dans les années qui viennent, puisque, d'après ce que j'ai compris, il y a très très peu inscrits en licence, par exemple, de Rwandais. Or, ce qu'on va décider de traiter, d'analyser, d'étudier, et je prends l'exemple, par exemple, de ces femmes qui ont tué leurs propres enfants, ça va dépendre aussi du regard, de là d'où on parle, de sa propre histoire. Et on n'est pas historien de son pays comme on peut l'être du pays de l'autre. Donc tout ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que les rescapés sont beaucoup, enfin, de plus en plus, il y en a depuis la fin des années 90 qui écrivent leurs récits, et vraiment, on accompagne cette idée que tous ceux qui veulent écrire ou raconter peuvent le faire et doivent le faire. Mais je pense il faut qu'on soit aussi dans toujours ce décalage de qui raconte, d'où on raconte, et moi j'invite toujours les Occidentaux à se regarder nous regardant, de la même façon que nous les regardons nous regardons. Et c'est entre nous-là, je pense, qui mérite aussi, plus que jamais, de la recherche, de l'analyse en sciences sociales. Alors continuons encore un peu à échanger dans ce petit entre-nous, avant d'élargir au plus grand entre-nous. Mathieu, Timothée, vous avez des... Oui, je trouve évidemment l'appel à la prudence et à la spécularité extrêmement important. Je pense qu'il faut faire très attention aux effets de loupe
que d'une manière ou d'une autre, l'extériorité ou la tentative pour surmonter l'extériorité induit et qu'il il ne faut pas cesser de défaire. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas se contenter d'aller au Rwanda, il faut y retourner, de manière précisément à saisir aussi une société dans l'épaisseur d'une histoire qui ne se réduit pas à cet épouvantable événement. Je me disais tout à l'heure que de la même façon, je pense que poser la question de la transmission de génocide des Tutsis, de cette mémoire-là, pour poser cette question, à mon sens, il ne faut pas trop vite se contenter de ramener cette question au décalage entre les représentations préalables et puis l'expérience, la confrontation directe avec le meurtre en tant qu'elle excède et qu'elle fait exploser tous les cadres, etc. Parce qu'il y a aussi d'autres couches. Par exemple, en 2014, vous voyez comment les dates, c'est aussi des effets biographiques qu'on se voit. Bref, en 2014, le voyage que nous avions fait se situait dans un moment très particulier de la mémorialisation du génocide, mémorialisation intensive jusque-là. Intensive, je veux dire que les commémorations duraient un mois, que la télévision faisait l'écran noir pendant un mois, que pendant une semaine par an, les commémorations étaient continues, et que le gouvernement rwandais avait décidé précisément à la 20e commémoration d'espacer le rythme et d'alléger la temporalité de ces commémorations, donc de réduire la voilure d'une certaine manière, à la fois parce que les commémorations étaient l'occasion, le déclencheur de répliques traumatiques des événements. Ça avait été documenté, le fait qu'un certain nombre d'années, les massacres reprenaient à date, mais aussi que, dans le cérémonial de la commémoration au stade de Kigali, la question des crises traumatiques et de l'extériorisation du trauma était vraiment présent. Et puis parce que, politiquement, il y avait aussi le souhait, le souci pour un gouvernement dont la légitimité s'est construite sur le fait d'avoir mis fin au génocide, de faire pivoter le récit vers ce que le gouvernement de Kagame appelait à l'époque l'agenda 2020, donc vers l'idée d'un regard vers l'avenir qui venait se déplacer comme ça. Donc je pense que si on pose la question de la transmission, il faut surtout éviter de croire, là aussi, d'avoir en tête ce scénario occidental d'une histoire, d'un regard historien européen qui viendrait se pencher sur une société qui ne l'a pas faite. Le Rwanda a été absolument saturé de stratégie mémorielle pendant deux décennies en réalité. Donc ça, c'est une couche importante. Et puis il y a aussi, dans le même temps, la question du silence des familles ou de la transmission à l'intérieur du cercle familial. Je me souviens de cette remarque d'Emilienne Mukansoro qui disait, à qui je posais la question de savoir dans quelle mesure ce qui s'était passé était évoqué dans les familles. Elle est thérapeute, donc, et elle avait eu cette formule cryptique et qui m'est restée. Elle disait « on en bavarde, on n'en parle pas ». La question de savoir à quel niveau de généralité le discours sur le génocide se tient et à quel silence, sur le fond de quel silence il se tient. Un film comme, je pense au film magnifique de Kivu Ruoraoza qui s'appelle Father's Day, qui pose cette question-là, du silence à l'intérieur des familles, là même où la société entière parle de ce qui s'est passé. Et à un certain niveau de relations familiales, c'est moins clair. Et puis il y a aussi, et je pense qu'il faut en tenir compte, et on a commencé par là, cette stratégie de silenciation active qui, pendant 3 mois, en Europe, singulièrement en France, a conduit à mettre ça à distance pour gagner du temps, pour laisser le temps que les choses se fassent. Pour moi, c'est une problématique très actuelle, de savoir par quelle stratégie on décide de faire en sorte qu'un massacre soit documenté et mesuré le plus tard possible, de manière à ce qu'il puisse se poursuivre.
Donc, moi, j'ai l'impression que poser la question de la transmission, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas poser des mots sur ce qui n'en aurait pas, sur ce qui les déferait tous, mais c'est quand même se demander comment on circule entre ces strates-là. Et pour moi, si la littérature, ce que vous faites, mais aussi le cinéma, le travail de Ruoha Oza, ou la danse, une chorégraphe comme Dorothée Munianeza, par exemple, si vos œuvres sont remarquables, ce n'est pas parce qu'elles viennent en lieu et place de ce qui ne se serait pas dit, c'est parce qu'elles arrivent à trouver une voie, à naviguer entre ces récifs-là, à se frayer un chemin entre des couches de paroles et de silence qui viennent recouvrir l'événement, lui donner forme et le déformer en même temps. Timothée ? Oui, et je crois aussi sur ce point que ça a été intéressant d'avoir ici la perspective des 30e commémorations, notamment du côté français, de la production médiatique générale, ou la réception de l'événement, ou le fait qu'il y ait une grande activité autour de ces questions-là, et de remarquer à quel point, et j'ai ici un recul historique qui est peut-être un peu trop court pour le voir par rapport à d'autres moments de cette histoire, de ces écarts entre 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, mais de voir à quel point il y a eu dans ce moment commémoratif, en France du moins, un moment où il y a eu, et c'est Hélène Dumas qui organise une journée d'études au mémorial de la Shoah au début du mois de mai, qui parle de l'histoire à part égale. Et je trouve que ça correspond assez bien au fait qu'il y a eu à ce moment-là, en même temps, des journalistes témoins de 1994, ou ayant fait maintenant une production littéraire ou de reportage sur la question, documentaristes qui ont parlé de l'événement, des chercheuses et chercheurs en sciences sociales qui aussi sont apparus dans le paysage médiatique pour parler des faits, et surtout, et évidemment, bien sûr, des rescapés du génocide Tutsi au Rwanda, qui aussi entend évidemment que artistes ou auteurs ou représentants, enfin, sur toute autre fonction, ont pu prendre la parole sur l'événement. Ils sont exprimés avec, au final, ce qui m'amène une forme de constat que, et on le sait du moins dans la recherche telle qu'on l'a fait, c'est que la recherche et les savoirs sur les phénomènes et sur l'histoire appartient pas. Il n'y a pas de monopole des chercheurs sur les produits de la recherche, et qu'au contraire, très souvent, et c'est arrivé pour le génocide des Tutsis, c'est arrivé pour aussi beaucoup d'autres événements, ça passe aussi par d'autres voies de transmission qui ne sont pas ceux de la recherche, qui sont ceux de la production littéraire, ou même de production hybride entre des récits qui sont en même temps des témoignages, des récits d'enquête, et dont l'identité hybride permet aussi cette transmission, et de dire et de faire saisir et faire comprendre certaines choses que soi-même, en tant que chercheur, on n'a pas forcément vu, mais on ne voit pas forcément, et qui ne peuvent être possibles que par ces médiums-là différents. Ouais. C'est aussi le cas, bien sûr, par le cinéma. Et je crois même que il y aurait ici toute une histoire qui a déjà été faite, bien sûr, notamment par rapport à la Shoah ou par rapport à d'autres événements de violence de masse, et aussi à quel point, notamment, on parlait du Cambodge, qui est important d'en parler, à quel point ici la figure de quelqu'un comme Ritipan, rescapé du génocide au Cambodge et réalisateur, 30 ans après, qui a véritablement créé une production cinématographique en tant que documentariste, mais avec des formes très particulières, presque parfois expérimentales, qui produisent ce qu'on peut appeler des effets de vérité, qui sont fondamentaux et qui sont extrêmement éclairants, et sur lesquels la recherche en sciences sociales se fonde, et où il y a ces dialogues qui interviennent. Et je crois que vous parlez tout à l'heure de la question de cette profondeur de temps. Ça fait le lien avec ce que soulignait Beata Umbi-Mérès sur la question de ce risque d'une histoire qui continuerait d'être une histoire avec ce regard de chercheurs occidentaux qui viendraient se plaquer sur l'événement et ne pas voir ce que produit comme modification leur propre regard. Et du fait que, évidemment, qu'on soit chercheur en sciences sociales, ou même, pour faire le lien avec le judiciaire, enquêteur, quand on vient sur un terrain et qu'on y enquête, on le modifie aussi nécessairement. Parce que dans des communautés rwandaises aujourd'hui, où évidemment la présence de chercheurs se voit, parce qu'il y a des enjeux sociaux aussi d'une asymétrie considérable entre, d'un côté, les personnes
on se permettrait, ou des histoires on permettrait d'étudier, et ceux qui peuvent se le permettre, et qui viennent de loin, et qui peuvent faire ce chemin-là, et qui peuvent ainsi plaquer avec une sorte de, cette fois avec un monopole, leur interprétation et leur manière de comprendre les événements sur la vie de ces individus, à cause de cette asymétrie-là. Et je crois que c'est aussi intéressant de voir que maintenant, les objets en recherche sur le génocide des Tutsis rwandais sont évidemment concentrés sur 1994, mais aussi sur des objets d'après. Maintenant, il y a l'histoire de 1994, bien sûr, mais celle aussi de cet écart entre 1994 et 2004. Cette question de l'écart entre 2004 et 2024. Et ici, même la question judiciaire et d'autres sont encore intéressantes parce qu'elles permettent de voir aussi, notamment par rapport aux témoignages et aux récits des acteurs sociaux, et notamment des rescapés, ce qui se produit dans cet intervalle. Et en même temps, des sujets, notamment sur ces questions-là, qui peuvent en même temps interroger qu'est-ce qu'on apprend de 1994 à travers ces récits, et en même temps, quand on travaille sur d'autres institutions qui font un travail de documentation, comment est-ce que leurs interprétations ou leurs méconnaissances des faits viennent s'appliquer sur le génocide et sur sa compréhension. Et je peux attester personnellement que sur la question judiciaire notamment, il y a eu beaucoup d'évolutions quand même en quelques années, mais qu'à une certaine époque, peut-être pas tout à fait révolue, certaines personnes qui enquêtaient sur ces affaires ou qui ont participé gardaient parfois ces stéréotypes, ces savoirs formés colonialement et jamais vraiment remis en question, constamment dans leur manière de penser l'objet de leur enquête. Et ça, comme si c'était impossible presque à déraciner, alors qu'on sait que c'est faux, alors qu'on a tous les moyens de prouver que c'est faux, que ce sont des productions et d'un savoir colonial raciste, etc., mais qu'ils continuent d'affecter, presque de manière inconsciente, les lectures et les regards des Occidentaux, notamment sur cet objet. Dernière question peut-être, avant d'ouvrir la discussion à la salle. Dire d'abord, Timothée, que vous avez, pour faire votre thèse, bénéficié d'une bourse de la Fondation de la mémoire de la Shoah. C'est quand même admirable. C'est de cela dont on aura à parler aussi dans la transmission, enfin la seconde table ronde sur la transmission. Se souvenir aussi peut-être qu'il y a encore pas si longtemps, on nous assénait dans l'espace médiatique la certitude qu'il y avait une concurrence mémorielle dont on serait les victimes. On voit bien qu'au contraire, avec prudence, Beata, vous dites bien combien, par exemple, la question du devoir de mémoire ne se pose pas ou ne devrait pas se poser pour les rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda. Eh bien, comment effectivement tous ces savoirs peuvent, à la fois de manière épistémologique et éthique, s'épauler. Et c'est de ça dont il est question dans votre livre Le Convoi, Beata Umuobi-Meires. Quand même, il y a ce passage bouleversant, et je voudrais, si vous voulez bien, qu'on puisse en dire un mot, parce qu'encore une fois, ça a à voir avec la transmission scolaire qui va nous occuper lors de la seconde table ronde. Pour raconter cette histoire, vous avez eu peut-être aussi besoin d'être, non pas interrogé, mais enfin en tout cas accueilli par des classes de lycée. Et il y en a un, c'est le lycée Thierry-Monnier, c'est ça, à Nice, où vous racontez votre histoire. Et d'une certaine manière, dans ce livre, à un moment, vous la racontez à des élèves. Et vous racontez donc ce moment où vous avez cette... je ne sais pas comment l'appeler, enfin cet éclair de conscience, ce coup de génie, de vous mettre à l'abri de cette langue française. Quand les tueurs arrivent, et de dire aux Hutus, de faire semblant de ne comprendre que le français, et de dire aux Hutus, bah oui, je suis française, et je pense que François Mitterrand, ça ne lui plairait pas de savoir que vous ayez tué une Française. Et vous devez la vie sauve à cette initiative que vous avez, vous, à 15 ans. Et alors vous dites à celles et ceux qui vous écoutent, à ces élèves, vous voyez, les petits gars, c'est pas mal de s'intéresser au monde quand même. Parce qu'à ce moment-là, au mois de juin, j'avais lu que la France, malheureusement, soutenait le Hutu Power, et je m'en suis souvenu. Et une ouverture, conscience au monde, à ce moment-là,
m'a permis de me sauver. Oui, il s'agit de faire en sorte que le témoignage ne soit pas uniquement celui d'un fait passé qui s'est passé à des milliers de kilomètres d'ici et qui finalement peut donner l'impression aux jeunes que ça ne les concerne pas et que ça ne leur arrivera pas. Je pense que l'importance du témoignage, et beaucoup de gens avant moi l'ont dit, l'ont fait, c'est de l'ancrer dans un présent. En Kinyarwanda, quand on veut mettre en garde, c'est vraiment une parole de parent, quand on veut mettre en garde un jeune, ce qui serait l'équivalent de « attention », on lui dit « oulamenye ». Oulamenye, ça veut dire « il faut que tu saches ». Puisses-tu savoir connaître le passé, c'est ça. Et c'est vraiment à chaque fois l'idée que je les mets face à l'importance à la fois de comprendre le monde, les enjeux contemporains, et de les rattacher à leur ici et maintenant, c'est-à-dire une France où des discours racistes, antisémites, islamophobes, homophobes, peuvent être décomplexés et comprendre que, eh bien, de ça à un génocide, il y a un cheminement qui peut se retracer, mais que la haine de l'autre commence par des mots, et par des mots qui sont véhiculés par des médias modernes. Aujourd'hui, c'est TikTok, autrefois, c'était la RTLM. C'est ça qui est intéressant de pouvoir leur dire. Sinon, à quoi bon ? À quoi bon, enfin, ce fameux poème de Charlotte Delbo, prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Il faut se justifier d'être encore en vie, d'avoir encore cette peau sur ses os et de pouvoir faire... voilà, pour moi, me justifier d'être encore en vie, c'est de leur transmettre ce puisses-tu savoir et que ça ait un sens pour eux, mais aussi pour vous, la nouvelle génération. Ce n'est pas un hasard si j'ai commencé mon enquête quand mon fils était sur le point de naître, mon fils aîné, et j'ai terminé mon livre quand il a eu 15 ans, c'est-à-dire l'âge que j'avais en 94. Il y a encore des histoires de transmission. Sur l'histoire de la langue, je n'en parle pas dans le livre, mais c'est aussi, ça ne s'invente pas. Il se fait que la femme qui était ma maîtresse à l'école maternelle, à l'école internationale belge de Boutaré, qui est encore en vie, je lui rends souvent hommage, qui m'a donc appris le français, mais qui m'a aussi appris à lire et à écrire, s'appelle Michel Sauvé. Sauvé, ça ne s'invente pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de cette idée que je pense qu'on se sauve aussi en mettant en récit, en étant en capacité de dire qui l'on est d'abord. Et ça me permet aussi de faire le lien, parce que sur cette histoire de qui raconte l'histoire, Mathieu Podbonneville parlait de l'importance des artistes rwandais aujourd'hui. Effectivement, le travail de Kivu, de Dorothée, enfin, on est toute une bande comme ça. En plus, on est tous amis, on partage beaucoup, mais ça n'est pas complètement déconnecté de comment les Rwandais d'autrefois, avant la colonisation, se racontaient leur histoire. On a une longue tradition de poésie historiographique. Et c'est cette poésie historiographique, et je fais un petit geste au président de l'association Igichumbi, le centre culturel rwandais de France, qui a organisé l'année dernière les premières rencontres Nyirarumaga. Nyirarumaga était cette reine-mère, qui est celle qui a instauré cette poésie historiographique. C'était donc des aèdes de la cour on vient d'une poésie orale, mais c'est comme ça qu'on s'écrivait notre histoire, et c'était toujours accompagné de musiciens. Donc il y avait dans notre tradition un rapport à l'histoire important qui passait aussi par des faits culturels, des artistes. Donc voilà, tout n'est pas perdu à ce niveau-là. Mais effectivement, oui, cette capacité de se raconter et de se situer dans le monde, c'est ce qu'il s'agit de transmettre aux enfants d'aujourd'hui.
Et les enfants d'aujourd'hui au Rwanda sont pris aussi dans d'autres impératifs qui sont très éloignés de ceux qu'on peut avoir ici autour de la table. Et je pense que ça non plus, il ne faut pas le négliger, parce que c'est surtout d'eux qu'il s'agit. Merci beaucoup. Nous avons une vingtaine de minutes, peut-être, petite vingtaine de minutes pour achever donc cette première table ronde par des prises de parole, pas forcément des questions, dans la salle, pour celles et ceux qui souhaitent la prendre, la parole. Un micro va circuler. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle François Rotaïsiré. Ce n'est pas des questions que je pose. En écoutant, vous écoutant, il y a beaucoup d'idées qui me passent par la tête. Malheureusement, je ne peux pas toutes les exprimer ici. La première qui me vient en tête, c'est la suivante. Le Collège de France est quelque chose de... C'est le temple du savoir pour ce que moi j'en sais. Et je me dis, si le titre des exposés qui est ici, un passé récent, Rwanda 1994-2024, je me dis, ça fait 30 ans. Je ne sais pas si auparavant, il y avait eu des débats, des discussions qui avaient eu lieu dans cette enceinte, dans cet amphithéâtre. Je me dis, j'espère que désormais, au-delà des chiffres ronds, il puisse y avoir des débats, des discussions qui puissent avoir au sein du Collège de France. D'après ce que je vois, des chercheurs que vous êtes, que j'entends, je crois que vous n'allez pas vous arrêter aujourd'hui. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Ça, c'était la première réflexion qui me venait en tête. La deuxième, c'est juste... c'est une question que je vais poser, mais en fait, c'est une fausse question. Quand on dit génocide rwandais, j'ai entendu l'expression tout à l'heure. En fait, on pense à quoi? Cette expression-là, quand j'essaie de me l'expliquer, parce que je l'entends très souvent, je l'entends très souvent ici, quand il y a des exposés, quand il y a des journalistes et tout ça, et je me dis, c'est une expression qu'il faudrait bannir. Franchement, c'est une demande qu'on peut faire, en tout cas, nous les Rwandais, c'est une expression à bannir quand il s'agit du génocide des Tutsis. Parce que quand il s'agit de la Shoah, on n'entend pas parler du génocide, je ne sais pas, allemand par exemple. Quand on parle du génocide arménien, on n'entend pas parler du génocide turc ou je ne sais pas, jeune turc ou bien ottoman. On parle du génocide des Arméniens. Le génocide se définit par qui est la victime du génocide. Malheureusement, vous le savez peut-être pas, les Tutsis, quand on les massacrait au Rwanda, on ne les considérait pas comme des Rwandais. À la limite, si on disait génocide rwandais parce qu'ils étaient considérés comme des Rwandais. Non, on les considérait comme ce qu'on appelle des allogènes, c'est-à-dire des gens qui venaient d'ailleurs. Et quand on les tuait, on disait, traversez la rivière et vous amènera de là où vous venez. Donc on ne les tuait même pas parce qu'ils étaient rwandais. Donc au moins qu'on désigne les victimes, comme l'a défini Lemkin, en désignant, qu'on décide le mot. Les mots ont une importance capitale. Je crois que ce n'est pas dans cette enceinte comme ça qu'on le dira, qu'on le définisse par le génocide. Les victimes, c'est les génocides perpétrés contre les Tutsis. Vraiment, s'il y avait un espoir qu'on pourrait avoir, c'est que dans ce pays, on n'entende plus cette expression-là, parce que souvent elle est utilisée par ceux qui veulent nier le génocide, qui veulent parler du double génocide. Parce qu'en me disant rwandais, en plus ça se termine par un S, on ne sait pas si c'est au singulier ou au pluriel. Donc c'est une expression qu'il faudrait bannir. J'ai d'autres observations comme ça, mais bon, d'autres idées qui me viennent en tête, mais je crois que je ne veux pas monopoliser la parole. Il y a une autre question? Ah oui, regarde. Moi, je me pose la question, mais d'où est parti tout ça? C'est quand même pas parti d'un message télévisé. En 1994. Qui a laissé faire? Qui a ouvert cette porte?
Écoutez, non, évidemment que non. Le problème, c'est que, notamment dans cette table ronde, l'objectif de reprendre en longueur la genèse de cette histoire et du massacre des Tutsis au Rwanda serait évidemment trop longue maintenant, et je pense pas tout à fait appropriée, mais tout simplement, il faut bien comprendre que s'il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et à ce moment-là, c'est déjà parce que ce pays, pendant des décennies depuis la prise de pouvoir par une république Hutu Power dès les années 60, au moment de l'indépendance du pays, et qui a façonné un État avec des citoyens qui ont en fait devenus des citoyens de seconde zone, qui étaient les Tutsis, et qu'au fur et à mesure, cette logique s'est accentuée et l'impunité généralisée par rapport aux faits commis contre les Tutsis s'est continuée. C'était même une politique d'État assumée. Qu'arrive 90, et quand les exilés de ces persécutions Tutsis donc, et leurs enfants qui se trouvent notamment en Ouganda demandent de revenir au pays parce qu'ils sont rwandais et qu'ils ont dû fuir, eh bien, le président Habyarimana leur ferme la porte et il décide de prendre les armes pour revenir. Et le début de cette guerre, donc à partir du 1er octobre 90, va en fait accentuer ce discours totalement décomplexé de la part de l'État rwandais et par ses extrémistes, qui vont en fait faire de l'extermination des Tutsis et des Tutsis, s'enfoncer dans ces discours radicaux et d'en faire des ennemis existentiels, biologiques et raciaux qu'il faudra exterminer pour s'en libérer. Donc c'est le plus bref qu'on puisse faire dans le contexte actuel. Mais voilà, il faut bien voir que si on parle des messages de propagande, etc., ça a évidemment joué un grand rôle, parce qu'on parle de transmission et des enjeux d'éducation par rapport à ça. Et bien il est certain que ces formes de propagande au Rwanda, notamment à partir des années 90, eh bien, elles ont eu comme effet d'horizontaliser ces discours et de les répartir dans une population la plus générale possible, et donc de rendre possible leur participation au massacre en 94. Et dire peut-être d'un mot que cette histoire, enfin l'histoire des occasions manquées, des lanceurs d'alerte depuis le début des années 90, elle est faite d'une certaine manière. Voilà. C'est-à-dire que là, elle est terrible, elle est accablante, elle est implacable, mais elle est faite. Et effectivement, toutes les informations, en particulier en France, sont disponibles pour comprendre ce qui se construit patiemment depuis des années et des années. Merci à tous pour les propos qui étaient vraiment très très intéressants, et au final ça alimente la réflexion, les différentes interventions, et je vais essayer de ne pas trahir votre pensée dans les questions que je peux poser, de ne pas trahir la mienne non plus, parce que parfois c'est pas forcément facile de poser une question de but en blanc, mais il y a beaucoup de réflexions qui me traversent l'esprit, et notamment je pense que c'est plus là, s'adresse plus à monsieur Pot-Bonneville, parce que vous avez beaucoup parlé notamment de la justice par rapport au Rwanda, hein, si je dis pas de bêtises. Non, pardon. C'est monsieur Brunet-Lefebvre, la justice. Pardon. Autant, non, ou alors je sais plus. Bon, bref, elle peut s'adresser à vous trois ou à vous quatre. La question que je me pose, parce que c'est vrai qu'en fait, je ne me l'étais pas posée auparavant, nous, on a cet effet miroir par rapport au génocide qui avait déjà eu lieu en Europe, en fait, hein, avec le génocide des Juifs, Zigan, etc. Donc, on avait cette, peut-être, je dirais pas ça, mais cette possibilité durant les 3 mois, en tout cas vraiment, de comprendre ce qui pouvait se dérouler. Mais c'est vrai que ça s'est passé entre 1939 et 1945. Et la question que je me pose, c'est est-ce que la notion de génocide telle que nous, en tout cas telle qu'on l'avait vue d'un point de vue occidental, je dirais peut-être, je ne sais pas si je dis bien, j'ai l'impression que c'était quand même occidental à ce moment-là, sachant qu'il y avait eu aussi sur le continent africain un premier génocide avec le génocide des Herero de Namibie. Pardon. Je me demande, est-ce que cette notion de génocide, elle avait déjà traversé la société rwandaise dans le fait que l'histoire, même on va dire de biais ou de front, hein, de biais je dirais à travers la colonisation, les colonisateurs, ou de front à travers la globalisation de l'information qui pouvait exister. Est-ce que les événements qui avaient eu lieu en Europe avaient traversé la société rwandaise ? Est-ce qu'il y avait une conscience par rapport à ça ? Et est-ce que dans ce cas-là, les lanceurs, est-ce qu'il y avait, la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que au-delà des lanceurs d'alerte occidentaux, hein, qui avaient même pointé le fait qu'un génocide se préparait, est-ce qu'on a des traces, des recherches, des éléments qui permettent de savoir s'il y avait eu des alertes, des lanceurs d'alerte aussi rwandais
des citoyens rwandais qui avaient joué le rôle de lanceurs d'alerte, qui avaient tenté d'éviter. On sait qu'il y avait le FPR, mais là vraiment au sein de la société rwandaise. Parce qu'il y avait vraiment des acteurs de la société civile qui avaient tenté d'endiguer le phénomène, ou qui avaient vu, parce qu'on sait que cette notion de génocide, par contre, elle avait été saisie par les génocidaires eux-mêmes, c'est-à-dire par le gouvernement Habyarimana, qui vouait une sorte, qui savait ce qu'il préparait. Mais est-ce que dans la société, on se rendait compte de ça ? Et est-ce que, c'est là où ça rejoint tout à l'heure une réflexion que j'ai entendue par rapport à la justice, est-ce que vous savez s'il y a eu des volontés de défendre, peut-être, parce que je ne sais pas comment se sont passés tous les procès, et notamment pas les gachacha, mais vraiment les procès, on va dire, juridiques classiques. Est-ce qu'il y a eu une volonté, tout comme un peu le modèle, on a connu, je ne sais pas, des tribunaux Nuremberg, de défendre les bourreaux en affirmant que, par exemple, la notion de crime de génocide n'existait pas, peut-être dans le code pénal rwandais. Et est-ce qu'on a tenté de les défendre en disant comment on peut, en fin de compte, sous le modèle de Nuremberg, pourquoi accuser quelqu'un de crime de génocide, sachant que la notion n'existait pas ? Les avocats des nazis avaient tenté de jouer sur cette non-rétroactivité de la loi, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs sur cet aspect-là qu'aujourd'hui la France refuse de redonner, de renvoyer Madame Agathe Habyarimana, en disant qu'à l'époque des faits, le code pénal rwandais ne reconnaissait pas l'existence de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité. On sait que c'est une parade, mais en tout cas, savoir si déjà ça existait. Et là, ma question, elle s'adresse plus à Madame Oubiri-Mérès, dont les propos aussi je trouvais passionnants. Et vous disiez que ça, c'est intéressant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Rwanda a la volonté de saisir l'avenir dans son histoire dans l'avenir. Vous en avez parlé aussi avec la vision 2020. On voit que le regard, il est tourné vers l'avenir. Vous avez dit que c'est vrai que pendant longtemps, l'histoire du génocide a été construite par les Occidentaux, par les récits des Occidentaux. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup les récits, qu'aujourd'hui, que les Rwandais tentent de se ressaisir de cette histoire-là. Est-ce qu'il y a une volonté aussi, justement, vis-à-vis des racines, mais pas que du génocide, mais est-ce qu'il y a une volonté de la part des Rwandais, de la société rwandaise, de se ressaisir d'une histoire précoloniale, aussi difficile que ça peut être, pour se ressaisir aussi en tant que société de sa propre histoire? Désolé si j'étais un peu long. Timothée, tu commences peut-être, puis Béata ensuite, non ? Comme vous voulez. Oui, alors très, très rapidement, alors sur la question même de cette conscience historique de concept de génocide au sein de la société rwandaise en tant que telle, bon, je ne prétendrai pas avoir la capacité de répondre de manière extrêmement pertinente à votre question, même si vous soulignez, je pense assez bien, le fait que oui, du moins pour ceux qui allaient le commettre, cette conscience de ce qui était en jeu était très clair, et que c'était bien l'objectif et que ce précédent-là, il existait. En tout cas, plus sur la question pénale, effectivement, de non-rétroactivité qui est, oui, effectivement, une forme d'arrangement qui permet, alors c'est vrai pour Agathe Habyarimana, qui est donc la veuve de Juvénal Habyarimana, c'est vrai aussi en fait pour tous les accusés de génocide en France, aucun n'est extradé en vertu de ce principe, parce que la loi sur le jugement du génocide au Rwanda, la première date du 30 août 1996, donc après le génocide, sauf qu'elle répond bien sûr à un impératif autant judiciaire que politique et existentiel, qui effectivement est une loi rétroactive, et c'est intéressant de souligner ici qu'elle est rétroactive de 90 à 94. Et donc, elle permettait, même dans une profondeur historique, non seulement de prendre en charge les faits commis au moment du génocide, mais aussi de saisir tous les différents, disons, moments de brutalisation, d'organisation, de complot, en fait, vers la commission du génocide. Ce qui n'est pas le cas dans ces procédures jugées en France, et ce qui n'était pas le cas non plus, et c'était bien dommage pour la documentation de l'événement et pour les enquêtes qui ont été produites, au tribunal pénal international pour le Rwanda, créé en novembre 1994, dont le mandat était limité du 1er janvier 1994 au 31 décembre de la même année. Et donc ce cantonnement de cette mission judiciaire à un temps très court, qui a permis quand même de parler de ces moments d'avant, mais qui du moins a profondément restreint la mission judiciaire à cet égard. Béata, vous voulez dire un mot ? Alors moi je vais répondre à la dernière question de monsieur. Est-ce que le Rwanda
ce récit de son histoire, notamment l'histoire précoloniale. Il s'est vraiment agi de ça au lendemain du génocide, c'est-à-dire que et les quelques historiens qu'il y avait au pays, parce qu'en fait certains avaient été des idéologues du génocide, d'autres avaient été assassinés, d'autres revenaient de l'étranger et étaient plutôt, pour le coup, des spécialistes de l'histoire précoloniale. Il s'agissait pour eux à la fois, dès le départ, commencer à archiver ce qui venait se passer, mais il s'agissait de complètement réécrire l'histoire. Pendant longtemps, il n'y avait pas de manuel scolaire, parce que les manuels scolaires datant d'avant le génocide étaient des manuels scolaires qui disaient que les Tutsis étaient des Hamites venus d'Éthiopie qui avaient colonisé les Hutus. Enfin, c'était des textes qui avaient soutenu l'idéologie génocidaire. Donc il s'agissait de réécrire cette histoire, de documenter l'histoire encore en cours, donc énormément de travail, effectivement, avec très peu de personnes en capacité de le faire à ce moment-là. Donc on se comprenne bien, l'arrivée des historiens et des historiennes de l'étranger était un apport considérable. Hein. C'est pas du tout, encore une fois, de la même façon qu'on n'est pas dans une concurrence des mémoires, on n'est pas dans une concurrence du travail d'histoire. Je dis juste qu'il faut qu'il y ait tout ça et qu'il y a tellement de choses à faire. Donc, dans un premier temps, je pense que ça a été surtout de poser des gestes éminemment politiques pour revivre ensemble, notamment de supprimer la mention pseudo-ethnique. Et encore une fois, quand je dis pseudo ici, c'est vrai qu'on n'a pas du tout, on n'est pas rentré dans cette spécificité-là. Ce qu'on appelle des ethnies au Rwanda, les Hutus, les Tutsis, les Twa, sont des groupes qui ont la même langue, la même culture, la même religion. Donc, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un héritage colonial et cette inscription qui s'est faite dans les années 30 par la colonisation belge sur les premiers livrets d'identité qui sont ensuite devenus des cartes d'identité. Il y avait eu des livrets d'identité dans d'autres pays colonisés en Afrique, où il y avait la mention ethnique. La plupart du temps, au moment des indépendances, ça a été supprimé. Le Rwanda, les républiques Hutus ont décidé de les garder pour marquer spécifiquement cette pseudo-appartenance ethnique. Donc une des premières décisions a été de le retirer. Et donc de construire un nouveau récit, un nouveau narratif national, disant nous sommes tous et toutes des Rwandais, il n'y a qu'une seule ethnie, c'est l'ethnie rwandaise, nous avons la même langue, la même culture, la même religion. Et c'est sur ça que ça se construit. Et ça, c'est le récit national que tous les pays, après une catastrophe comme celle-là, doivent faire, comme la France a pu en faire une ici aussi après, pour vivre ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment réussi, ça fonctionne. Ensuite, la question de la connaissance pointue de son histoire, son enseignement. Est-ce qu'il y a des ouvrages ou, par exemple, des textes qui avaient été écrits, je pense au texte de Bigilongami, de l'abbé Kagame, qui étaient des textes importants de l'époque coloniale ou juste après la colonisation. Aujourd'hui, vous allez dans les quelques rares bibliothèques et librairies au Rwanda. Ce ne sont pas des ouvrages qui sont forcément accessibles, ce ne sont pas des ouvrages qui, par exemple, ont été traduits en anglais, alors que la nouvelle génération a été surtout éduquée en anglais. Donc, il y a encore tout un travail très important à faire. Il n'y a pas vraiment... Enfin, le monde éditorial est encore suffisamment en capacité de diffuser cette connaissance-là, qui est une connaissance précieuse, au-delà de ce qu'on peut considérer comme une identité nationale réunifiée, un retour à un folklore précolonial important qui participe de cette identité-là. Mais une connaissance pointue voilà, par exemple, la question des clans, de comment ça fonctionnait, ou même de cette fameuse poésie historiographique, parce que je vous ai dit qu'on avait ça, mais la dernière fois que je suis allée intervenir dans une école, c'est l'école internationale francophone, c'était plutôt des élèves de 3e, seconde, 3 classes, je leur dis, connaissez-vous la poésie historiographique ? Un enfant, donc vraiment, on fait partie de l'élite de Kigali, il me dit, est-ce que c'est la poésie qui est dite par les pasteurs dans les églises ? Donc, au-delà et c'est très important de tout ce qui a été fait pour dire nous sommes rwandais, il y a encore tout un travail très important à faire avec des moyens dans les écoles, dans les universités, pour une connaissance plus fine de cet héritage-là, qui encore une fois est un héritage important, nécessaire pour l'avenir, effectivement. Nous avons encore le temps, peut-être rien, pour une dernière question, une toute dernière, et après il nous faudra faire la pause. Bonjour, moi je m'adresse à M. Brunet Lefebvre, je crois. Vous avez traité la question de la justice.
Alors, pourquoi la question qui concerne la réparation est presque tabou, on n'en parlait pas, alors que non seulement cette partie, la réparation, c'est une partie, à mon avis, qui fait partie de la justice, mais c'est une partie aussi, c'est une question plutôt aussi qui permettrait aux survivants de se reconstruire et d'avoir pleinement le sentiment qu'ils ont eu vraiment la justice. Est-ce que vous avez traité cet aspect de la justice? Merci beaucoup pour votre question, parce qu'effectivement, elle est assez centrale par rapport à ces attentes de justice. Il n'est bien sûr pas que question de la reconnaissance de responsabilité d'accusé, mais bien de voir tous les processus qui l'accompagnent, tous les espoirs, toute la mission qui peut être celle d'une forme de réparation. Alors effectivement, dans le cas de ces procès qui ont lieu dans l'Hexagone par rapport au génocide des Tutsis, il n'y a pas effectivement de réparation, tout du moins en aucun cas significative, où à la fin de certaines audiences, vous avez une partie qui peut aller au civil, mais en fait c'est simplement la reconnaissance du fait que les victimes sont bien des victimes, et avec des dédommagements parfois qui sont purement symboliques et qui ne sont jamais très significatifs. Moi, comme tu as travaillé sur le procès Nguezi et Nzi Barrera. Voilà, j'ai vu qu'il y avait eu 500 heures de vidéos. Oui. Le procès ont été filmés. Oui, c'est ma source. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Et je me suis posé la question de mon point de vue de victime, qui est passé des heures et des heures à essayer de retrouver des vidéos sur le site du Tribunal pénal international. Est-ce que, normalement, elles sont accessibles uniquement aux chercheurs? Donc, parce que, par exemple, ce qui s'est passé quand on parle de justice réparatrice ou réparative, la question de la réparation peut être déjà d'avoir accès à cette histoire. Parce que nous, souvent, on a survécu parce qu'on était cachés. On ne voyait pas forcément toujours ce qui se passait. Et je ne sais pas si c'était cette question d'Emmanuel, mais à quel moment est-ce que on a pensé à ce que toutes ces archives-là, que ce soit celles du Tribunal pénal international, tous ces procès qui se font à l'étranger, la majorité des victimes sont au Rwanda, à quel moment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un accès facilité à cette mémoire qui est la leur? Parce que ça fait partie aussi des choses importantes. Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut poser la question, mais... Oui, sur ce point, c'est effectivement important de le dire, parce que l'accessibilité de ces archives, effectivement, à part pour des dérogations exceptionnelles, mais qui sont extrêmement difficiles à avoir, attendre les délais d'accessibilité, ça prendra... Bon, c'est des questions du Code du patrimoine auxquelles je ne suis pas très familier, mais je crois que c'est 25-30 ans après la mort des accusés pour que ces archives deviennent accessibles à un public. Et le problème, c'est que maintenant, elles sont accessibles aux chercheurs, mais elles ne peuvent être qu'utilisées pour les travaux de recherche et donc pas diffusées, reproduites ou montrées. Et ça est un embarras pour un chercheur ou quiconque travaille sur une image ou sur un matériau, c'est qu'il ne peut pas le montrer, il doit en parler, et il en a une sorte d'accès privilégié. Et c'est vrai que le problème par rapport à ça, et ça montre qu'ici, pas tant la singularité de l'événement, mais juste parce qu'au TPIR, c'est le même problème. La question de ce qui aujourd'hui se fait au niveau international de la sensibilisation et de l'outreach, donc le fait d'aller restituer un peu aux victimes et aux principaux concernés ces procès, dans cette démarche effectivement de réparation, de leur donner les moyens de savoir et de comprendre ce qui s'est joué, et bien si pour le TPIR les archives sont très difficilement accessibles, ici n'a pas été pensé, comme au TPIR d'ailleurs, et ici encore moins peut-être, le fait que dans ces archives, déjà qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des victimes parties civiles qui témoignent pendant des heures, qui parlent des choses les plus intimes et les plus destructrices pour leur vie dans un cadre public extrêmement intimidant que celui d'un procès. Et cette déposition, ce témoignage, cesse de leur appartenir, si on peut dire d'une certaine manière, parce qu'ils ne peuvent jamais aller le revoir. Ils ne peuvent jamais retourner sur l'image qu'eux-mêmes ont renvoyée, sur les mots qu'ils ont pu dire. Et même, et ça c'est quelque chose qui est assez problématique aussi, c'est que pour beaucoup de rescapés, ces audiences sont parfois des moments de vérité importants, où se glanent des indices et des informations sur la possible présence d'un corps à un endroit, ou ce qui s'est produit exactement sur cet endroit, alors qu'il y avait des zones d'ombre qui demeurent des années plus tard et qui rendent le génocide toujours présent.
et que la possibilité de reprendre le procès comme une archive pour les personnes qui le concernent en premier lieu n'est pas possible. Et ça pose effectivement une question très, très, très large, mais qui effectivement montre que ça n'a pas été pris en compte, notamment dans la dimension la plus historique de ces procès, et qui, paradoxalement, justifie leur enregistrement. Mathieu, tu veux peut-être dire un mot ou pas, pour terminer? Non, je crois que je m'abstiendrai, parce qu'il Bon. faut laisser la dernière parole à cette question-là. Eh bien, dans ce cas-là, merci beaucoup. On fait une pause. On en a besoin.